2013, un membre du comité permanent du bureau politique, Wang Qishan, qui est d'ailleurs devenu vice-président de la République populaire de Chine en 2018, évoquait Alexis de Tocqueville, le penseur de l'égalité des conditions comme fait générateur de la démocratie. Je renvoie évidemment l'auditeur à Alexis de Tocqueville de la démocratie en Amérique, notamment au premier tome, page 3, dans l'édition Vrin. Wang Qishan avait lancé un vaste débat public qui a été relayé sur le net autour de la lecture de l'Ancien Régime et la Révolution, un autre texte d'Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville est le penseur de la démocratie comme fait de société et du type d'homme caractéristique qui la constitue. Alors pourquoi poser en Chine ces questions de sociologie et d'ontologie politique ? La question de l'égalité pose également des questions juridiques et économiques. Je renvoie à Guo Yinjie, vous voyez notamment dans Local Elites in Post-Mao China, paru en 2018. La question est de savoir jusqu'où un phénomène de corruption peut se déployer, même à l'intérieur de la meilleure démocratie, sans la menacer. Jusqu'où un phénomène de corruption, c'est-à-dire un régime d'exception au droit commun, peut continuer de subsister sans menacer la démocratie qu'il noyote. La deuxième question que pose Guo Yinjie, c'est celle de savoir jusqu'où les inégalités de richesse peuvent se creuser, jusqu'où une classe bourgeoise peut s'autonomiser par rapport au projet socialiste sans risquer de le faire imploser. L'enrichissement de la Chine entre les années 1980 et 2010 a effectivement amplifié la corruption, elle a amplifié les inégalités de richesse et a suscité des inquiétudes sur l'unité de la société, d'où ce questionnement sur le type d'homme démocratique. Au lieu d'un droit individuel fondamental, l'égalité se déduit en contexte socialiste du présupposé ontologique qui affirme la précession du tout sur les partis, du peuple sur les individus qui le composent, ou pour le dire comme Zhao Tingyang, elle se fonde sur le principe selon lequel la coexistence précède l'existence. Je renvoie notamment à l'article de Zhao Tingyang, Ontologie de la coexistence, du cogito au faccio, dans la revue Diogène en 2009. Quand on s'intéresse à la politique chinoise, on est sans doute frappé, spécialement en tant qu'occidental, on est frappé par l'absence de toute référence à l'égalité comme à un droit constitutionnel fondamental attaché à l'individu titulaire de droit. Dans une ontologie de la coexistence, où la relation prévaut sur les pôles qui la constituent, c'est-à-dire en contexte socialiste, l'égalité est un principe régulateur qu'il s'agit de faire jouer au mieux. L'égalité de la société démocratique caractérise un type de société de démocratie qui privilégie en pratique les intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple. Je l'ai souvent répété, Zui Guangda Renming de Ganbeng Li en chinois, c'est vraiment un concept absolument cardinal, central, fondamental. Zhao Tingyang réfère au taoïsme, l'influence, étrangère à toute influence des droits de l'homme, qui favorise l'égalité sans faire profession d'égalitarisme. Je le cite, « Il est clair que Lao Tzu ne se souciait pas d'égalité en faveur des faibles, mais de garantir la possibilité de survie de tous grâce aux équilibres, de sorte à garantir ainsi les intérêts mutuels de tous. » Fin de citation, vous trouvez ça dans Zhao Tingyang, dans Tianxia, Tout sous le même ciel, paru ou traduit en français aux éditions du Cerf en 2017. Principe de régulation donc plutôt que droit fondamental, l'égalité est ce principe d'équilibre qui vient probablement du principe d'équilibre entre le yin et le yang, qu'on trouve dans le livre des mutations, le livre des Zhou.
le Zhou-yi. Le yin et le yang est une métaphore fonctionnelle de l'équilibre, qui signifie que la vitalité de toute existence réside dans l'équilibre dynamique. Vous trouvez ça encore chez Zhao Tingyang, page 287 également. Zhao Tingyang oppose la notion chinoise d'égalité au concept rawlsien, je veux dire au concept de John Rawls, et à travers lui aux droits de l'homme en général. Celui-ci est attaché à des personnes, celles-là se réfèrent à des relations homéostatiques qui tendent à revenir à une situation d'équilibre. Je cite encore, « Toutes choses ne peuvent exister que dans des relations équilibrées. La perte de ces équilibres peut conduire toute chose à perdre sa vitalité. Même celles qui ont accumulé le plus d'intérêt peuvent décliner en raison de l'excès. Comme le dit Lao Tzu, les choses peuvent tirer profit des pertes ou se perdre à cause des profits. » Fin de citation, toujours à la page 287. Cette théorisation de Zhao Tingyang est caractéristique d'un type de discours universitaire qui vise à construire une ontologie socialiste typiquement chinoise et à fournir à la lutte contre les inégalités des motivations démarquées du savoir dominant occidental sur ce sujet. Si tout régime représentatif est travaillé par un hiatus entre le peuple et ses élites dominantes, on en a déjà parlé, notamment en référence au principe du gouvernement représentatif, c'est-à-dire aux commentaires de Bernard Manin, je vous y renvoie, l'effet de corruption et le constat des inégalités, sans cesser d'appeler correction, ne constitue cependant pas une menace vitale. On y voit régulièrement des ministres jouant de corruption ou accusés de corruption et de conflits d'intérêts. Je pense notamment à François Guizot, souvenez-vous, en France, visé par Victor Hugo. Je cite Victor Hugo qui disait « Monsieur Guizot est personnellement incorruptible et il gouverne par la corruption. Il me fait l'effet d'une femme honnête qui tiendrait un bordel. » Dans Chose vue, Victor Hugo, 1848, page 94. Et souvenons-nous que dans les régimes représentatifs, l'égalité n'est pas une valeur fondatrice. Pour les fondateurs du régime représentatif, les auteurs du fédéraliste, comme pour Sieyès qui les représente en France, les élites ne doivent pas partager les conditions de vie des peuples qu'ils ont en charge, qu'ils ont à gouverner. Un principe de distinction, souvenez-vous, un principe de distinction justifie la liberté laissée à la classe politique dans ses débats législatifs sur la détermination de l'intérêt général. La sociologie qui se dégage de ce principe ne justifie pas seulement l'inégalité des goûts et des styles de vie, des fortunes, des niveaux de moralité et d'intelligence, mais aussi les prérogatives à gouverner de la classe dirigeante. La détermination des inégalités justifie sa légitimité à gouverner, répondant à la question qu'Étienne Balibar posait concernant, je le cite, la question des passions de la multitude qui, dans son fonctionnement d'assemblée, font obstacle à la décision rationnelle. La multitude peut-elle gouverner ses propres passions ? Je cite Étienne Balibar dans Spinoza et la politique, page 72. Les modèles représentatifs d'un côté et consultatifs ou représentationnels de l'autre ont en commun, contre les mouvements anarchistes ou spontanéistes, par exemple, de répondre que les masses ne peuvent pas se gouverner directement elles-mêmes, qu'elles ont besoin de la médiation d'une avant-garde pour les guider. Dans le modèle représentatif, c'est une élite désignée par tous les moyens de la compétition électorale, et dans le modèle consultatif, donc dans le modèle chinois par exemple, c'est une élite sélectionnée par le parti. Ces deux modèles politiques ont en commun de conférer en droit à tous les citoyens un accès égal aux fonctions électives, mais ils relèvent d'une conception différente du statut de ces élites par la nature du rapport qu'elles entretiennent avec le peuple. Principe de distinction, d'un côté, en régime représentatif, et principe de la ligne des masses, de l'autre côté,
en régime consultatif, en régime socialiste, dans le régime chinois. Bon, je vous propose de nous retrouver pour une prochaine discussion sur le concept de ligne de masse. J'espère que vous voyez, c'était le but de cette discussion introductive, vous voyez qu'il n'est pas si facile de définir, de dire en quoi précisément la démocratie représentative ou la démocratie consultative sont des régimes politiques égalitaires. Il y a aussi une part d'inégalité. De quelle égalité et de quelle inégalité s'agit-il ? Je vous propose une petite série de discussions sur ce sujet. Je vous propose d'aller y regarder d'un peu plus près. Et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.